Plus que quelques mois avant la fin en principe de la période de transition au Mali, des élections ont été annoncées par les autorités en charge de cette transition. L'occasion pour nous de faire le point sur la situation dans le pays avec un homme qui pourrait peut-être devenir un des acteurs sur la future scène politique malienne. Ousseini Amion Guindo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien ministre malien et président du Parti Codem et de l'Alliance Espérance Nouvelle Djigaya-Koura. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. L'issue de la guerre d'Afghanistan devrait faire réfléchir au Mali et au Sahel. C'est ce qu'a mis sur Twitter l'ancien chef de la diplomatie malienne, Thierry Dramé. La situation en Afghanistan et celle au Mali sont-elles comparables? Je dirais d'abord que ce qui s'est passé en Afghanistan donne certes des frissons, donne froid au dos, et est une alerte pour le Mali, mais je ne pense pas que les situations soient forcément pareilles. Les talibans étaient au pouvoir en Afghanistan il y a 20 ans. Je pense qu'ils ont appris à diriger un pays et ils savent ce qu'est un État. Et je pense qu'à la différence du Mali, ceux qui sont là aujourd'hui ne sont pas aussi organisés. Mais quand même, comme je l'ai dit, c'est un avertissement et je pense que c'est une alerte. Iyad Agrali, le chef djihadiste du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, disait récemment dans un message audio la fin de l'opération Barkhane et notre heure est arrivée. Craignez-vous un jour que les djihadistes prennent le pouvoir dans le pays? Je pense qu'il faut tout faire. Il faut tout faire pour que cela n'arrive pas un jour. Parce qu'il est important que notre pays, qui est aussi divers en termes de communauté, en termes de culture, en termes de religion, en tout cas, qui fonde notre socle national, puisse résister. Donc c'est très important. Je pense que nous pensons que cela, en tout cas, sera évité au Mali. Vous êtes de passage à Paris depuis une semaine. Vous avez entre autres rencontré une partie de la diaspora malienne. Pour quelle raison? Nous sommes venus effectivement échanger avec la diaspora pour déjà dire ce que nous savons de ce qui se passe dans notre pays. Ensuite, écouter cette diaspora. Vous savez, très souvent, ceux qui sont là sont des ruraux. Ce n'est pas des citadins qui viennent à l'immigration, mais c'est très souvent des ruraux. Et aujourd'hui, le Mali est touché surtout dans le milieu rural. Quand on parle de 80% ou de 70% d'occupation, c'est surtout dans le milieu rural, ce n'est pas les milieux citadins. Et ceux qui viennent ici, c'est pour soutenir effectivement cette économie rurale qui aujourd'hui, plus que jamais, est à terre. Donc il est important, puisque c'est eux qui sont là pour effectivement apporter le manque à gagner d'habitude aux populations restées au Mali, notamment dans les milieux ruraux. Et c'est ce milieu qui est atteint. Alors donc il est important de venir échanger avec eux. Quel message leur avez-vous donné? Le message que je leur ai donné, c'est qu'il faut qu'on se donne la main. Effectivement, il faut que ceux qui sont touchés par la crise, ceux qui vivent la crise, ceux qui mesurent réellement l'ampleur de la crise, se donnent la main pour effectivement réorienter la gouvernance, permettre aux enfants sortis des entrailles de ce peuple-là de diriger le pays pour que ceux qui sont dans le milieu rural puissent reconnaître en l'État et qu'ils puissent être désormais des alliés de l'État. Parce qu'aujourd'hui, ils préfèrent être alliés aux terroristes que de s'allier à l'État parce que tout simplement, ils ne se reconnaissent pas en fait en ceux qui dirigent le pays. Alors vous êtes venu apporter ce message à Paris, notamment en France. Est-ce à dire que vous serez candidat lors de la prochaine élection présidentielle prévue en février au Mali? Normalement, j'ai été candidat en 2013 sous les couleurs de la Codem. Nous étions effectivement, nous venions de commencer la politique. Nous étions dans les 5 premiers. En 2018, nous avons démissionné du poste de ministre de l'Éducation nationale pour être candidat à l'élection présidentielle, parce que c'est cet objectif que nous nous sommes fixés. Nous étions dans les 5 premiers. Aujourd'hui, nous avons une coalition politique de 21 partis politiques avec 5 ONG et beaucoup d'associations, avec comme seul objectif, c'est de veiller sur la transition et de nous organiser pour la conquête et l'exercice du pouvoir après la transition. Justement, vous venez d'évoquer la transition, il ne reste plus que 7 mois pour organiser les élections présidentielles et législatives. Ce temps sera-t-il suffisant pour mettre en œuvre les mesures annoncées dans le plan du nouveau gouvernement? Je pense qu'à l'impossible, bon, le plan effectivement est énorme, mais je pense que l'objectif principal, effectivement, c'est d'aller à cette élection et nous préférons vraiment prendre les dirigeants au mot
au serment qu'ils ont prêté, et c'est important. Chez nous, la parole donnée. Et nous espérons qu'ils trouveront les moyens, effectivement, d'être dans les délais et surtout de respecter les serments pris. Abdoulaye Diop, le chef de la diplomatie malienne, déclare aujourd'hui « Nous travaillons à respecter la date des élections, mais tout dépendra de l'évolution du terrain ». Partagez-vous son point de vue? Je pense que le serment est plus important que cela. Je préfère m'en tenir au serment du président de la transition et à l'engagement du Premier ministre. Vous savez, le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, sinon d'action gouvernementale, a bel et bien précisé qu'il resterait dans les délais, et je pense que c'est pas ce que le ministre des Affaires étrangères a dit, honnêtement, pour moi, n'est pas à prendre en compte. Il faut surtout se référer à ce que le président de la transition et le Premier ministre ont dit. Pourtant, dans un rapport des Nations Unies, Alioune Tine, l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali, disait qu'il était fortement préoccupé par la protection des populations menacées par les groupes armés, une faiblesse qui menace l'existence du Mali. Que proposez-vous pour que l'État malien prenne toute sa part dans ses engagements régaliens? Vous savez, nous avons aujourd'hui, on peut dire, nous sommes sur le banc de la communauté internationale, autant nous sommes sur le banc de la communauté nationale, parce que nous ne parvenons pas, l'État ne parvient pas à assumer son rôle régalien à l'intérieur. Donc, finalement, l'État est pris en étau à l'intérieur avec les groupes terroristes, et aussi sur le banc de la communauté internationale. Nous ne pouvons pas sortir de cette situation si nous n'éliminons pas les problèmes. Il faut d'abord la légalité constitutionnelle, il faut revenir à l'ordre constitutionnel normal, au moins pour que le Mali puisse bénéficier de toutes ses potentialités au plan international et ensuite faire face aux problèmes à l'interne. Ça fait 1 an que nous sommes dans la transition et je ne pense pas que la transition soit là pour régler les problèmes. Depuis le coup d'État, le second coup d'État à la fin du mois de mai, l'ancien président de transition malien Bandao et son Premier ministre Mokhtar Ouane sont toujours en résidence surveillée à Bamako. Appelez-vous à leur libération pleine et entière? Bien entendu, je pense que c'est un abus de pouvoir que de les garder sans raison, sans motif valable. Et nous appelons effectivement à leur libération parce que tout simplement, le Mali, malgré la situation que nous traversons, est un état de droit. Et notre tendance aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le Mali courant, le nouveau Mali dont on parle, en fait, soit une réalité, non seulement dans les dires, mais aussi dans les faire. Donc c'est important pour nous. Et je pense que c'est en cela que l'espoir peut renaître chez les Maliens. Ousseini Amion Guindo, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup.